Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce vendredi, nous allons évoquer la Mauritanie et nous parlerons de ce premier passage de relais réussi entre deux présidents élus. Nous en parlons avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La Mauritanie a connu jeudi, avec la prestation de serment de l'ex-général Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le premier passage de relais de son histoire entre deux présidents élus après 11 ans de pouvoir de Mohamed Ould Abdelaziz. Monsieur El Ghazouani, vainqueur de la présidentielle le 22 juin dernier, a été investi par le chef du Conseil constitutionnel lors d'une cérémonie dans un centre du Congrès proche de Nouakchott, sous les yeux de quelques 5000 invités et de son prédécesseur qui en avait fait son dauphin. Je jure de remplir mes fonctions en toute impartialité dans le respect des lois de la Constitution, a solennellement déclaré cet homme de 62 ans au crâne rasé et à la silhouette ascétique, réputé pour sa discrétion et ses bonnes manières en prenant la tête d'un pays secoué par de nombreux coups d'État entre 1978 et 2008. Mamadou Diouf, pour la Mauritanie, on peut dire que c'est historique. Oui, on peut parfaitement dire que c'est historique puisque c'est la première fois qu'un président qui a été élu passe le témoin à un autre président qui a été élu. De façon générale, les passations de pouvoir, il n'y en a pas eu, puisqu'il y a eu plutôt des coups d'État. Et curieusement, le président sortant comme le président entrant sont également des acteurs de ces coups d'État. Puisque c'est vrai que c'est des compagnons de très longue date au niveau de l'armée, mais également les deux coups d'État dans lesquels l'ancien président avait été impliqué. Il a été impliqué dans ce coup d'État avec celui qui prend actuellement le témoin. Donc on peut dire que c'est effectivement historique pour la Mauritanie qu'un président élu passe le témoin à un autre président élu. Alors, un président élu passe le témoin à un autre président élu. Peut-on parler dans le cas de Cheikh El Ghazouani d'un président bien élu? Bien élu, certainement non. Quand on prend le pourcentage, il a obtenu 52% des voix. Quand vous faites la somme de ce que les opposants, les 4 opposants ont obtenu, ils ne sont pas loin du président de la République, de sorte qu'il y a ce débat qui avait existé au niveau de la société mauritanienne avant les élections, en disant est-ce qu'il ne faut pas une candidature unique pour aller essayer de faire un seul coup qui est revenu. Les gens considèrent qu'ils ont eu tort de s'être dispersés en tombant d'accord pour se retrouver autour de la personne qui serait deuxième. Pour la supporter s'il y a un deuxième tour, il n'y a pas eu de second tour. Pas bien élu, parce que quand vous regardez ce que les organisations des droits de l'homme disent, il ne faut pas oublier que l'Union européenne n'a pas été autorisée à venir pour observer les élections. Ceux qui l'ont fait à l'interne, plus les organisations des droits de l'homme, ont relevé beaucoup d'irrégularités au niveau de ces élections. Donc à l'interne, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut dire qu'il a été bien élu parce qu'on ne sent pas cet engouement dans le résultat qui a été obtenu. Et les 4 autres candidats ont même introduit un recours en justice qui n'avait pas été accepté qui a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Les gens avaient même commencé à manifester, ce qui a entraîné même l'arrestation d'un certain nombre de personnes. Et même à la veille de la proclamation des résultats provisoires, Nouakchott en particulier était complètement quadrillé par des militaires, ce qui veut dire que bien élu, on ne peut pas le dire dans ces conditions. Mais on a vu quand même à l'approche de la passation de pouvoir une certaine accalmie dans le pays. Ça veut dire que les Mauritaniens se sont finalement dit c'est le moindre mal. Bien sûr, comme il y a déjà quelque chose d'assez historique, puisque pendant un temps, le débat, c'était la candidature de Mohamed Ben Abdelaziz, puisque bien des gens parmi ses partisans même avaient tapé du poing sur la table pour qu'il soit candidat. Les gens avaient beaucoup lutté pour qu'il ne soit pas candidat, jusqu'à ce que finalement, lui-même, il affirme qu'il ne serait pas candidat. Bon, certains se disent tant mieux, mais d'autres également disent attention, parce que quand il a dit qu'il n'était pas candidat, la théorie avait été sortie. Est-ce que ce n'est pas la roulette russe à la Poutine? Je place mon gars pour qu'il soit président pendant un mandat et puis je reviens pour 2 autres mandats. Ce débat est resté sans avoir véritablement une orientation claire. Les gens se posent la question, est-ce qu'il est définitivement parti ou bien il s'est éclipsé pour pouvoir
revenir, on n'avait pas pu régler également ce débat, de sorte qu'effectivement, les populations mauritaniennes, n'étant pas dans un espace où il est facile de manifester, quand les partis ne peuvent pas mobiliser de façon importante les populations, la contestation d'une élection ne sert pratiquement à rien, parce qu'avec le Conseil constitutionnel, quelle que soit la légitimité du candidat, on lui donne déjà une certaine légalité. Et on a vu sur le plan international les pays reconnaître le nouveau président. Il y avait pratiquement une dizaine de chefs d'État, de chefs de gouvernement présents au moment de la prestation de serment. Souvent, les populations acceptent le fait accompli et attendent de voir qu'est-ce que le nouveau président va apporter. Alors, le nouveau président, dans son premier discours, il a dit qu'il sera le président de tous les Mauritaniens. Quelle va être sa priorité maintenant? Président de tous les Mauritaniens, j'allais dire, c'est une formule consacrée. Et généralement, quand un président mal élu le dit, ça sonne mal à l'oreille. Parce que la campagne électorale en Mauritanie, dans ce que cette campagne a révélé, il y a ce fossé d'un point de vue tribal qui est ressorti pendant cette campagne électorale au niveau de la Mauritanie. Donc il serait bon, pas qu'ils le disent, mais qu'ils le soient. Parce que la Mauritanie a besoin de se réconcilier, particulièrement avec ce problème entre les arabo-berbères et les négro-africains. On a vu carrément ce clivage ethnique pendant la campagne électorale. En termes de priorité, lui-même, il a dit que sa première priorité, c'est la sécurité. Et moi, ça m'inquiète. Parce que c'est très bon qu'un président s'occupe de la sécurité de son pays. Mais généralement, quand les présidents disent que la première priorité, c'est la sécurité, ce qui se cache derrière, c'est que les libertés se retrouvent vraiment dans des conditions particulièrement étriquées. Le plus souvent, c'est l'excuse qu'on utilise pour empêcher aux gens de pouvoir s'exprimer. On a vu en Mauritanie avec la campagne électorale, au moment où on devait proclamer les résultats et tout, on a coupé Internet comme on l'a vu dans bien des pays. Et souvent, l'argument qu'on nous donne, c'est l'argument sécuritaire. C'est l'argument sécuritaire qui est donné pour empêcher aux gens de faire des manifestations, comme quoi d'autres peuvent s'infiltrer dans les manifestations. Il y a des terroristes un peu partout, on ne sait pas d'où ils vont sortir. Donc moi, quand on parle de sécurité comme une priorité, je veux bien qu'on mette les populations en sécurité, mais la sécurité n'est pas un espace dans lequel on nie les droits de l'homme, on ne reconnaît pas les libertés fondamentales des individus et des groupes. Sa deuxième priorité, ils disent qu'il vise un développement qui va permettre à ceux qui va atteindre, comme il le dit lui-même, ceux qui sont les plus faibles et les couches défavorisées. Pour moi, là, c'est un aveu. Et dans cet aveu, il donne raison à ses adversaires qui avaient également posé ce problème en disant que la Mauritanie est une Mauritanie à deux vitesses. Alors que pourtant, ce pays a des ressources minières importantes et on vient d'y découvrir tout récemment du pétrole et du gaz. On continue d'ailleurs à découvrir du pétrole et du gaz, de sorte qu'en termes de potentiel, la Mauritanie, c'est vrai que c'est un énorme pays, très vaste, avec une partie désertique, mais les Mauritaniens ne font à peu près que 4 millions d'habitants. Donc avec tout ce potentiel quand même, dire qu'il y a des couches défavorisées, dire qu'il y a des gens les plus faibles, c'est un aveu d'échec en termes de bonne gouvernance et de répartition des richesses du pays. S'il se lève pour résoudre le problème, il aura également gagné quelque chose sur ce plan-là. Alors vous avez évoqué la question même des hydrocarbures. C'est aujourd'hui la nouvelle manne de la Mauritanie. Ça va être pour le nouveau président un des leviers sur lesquels il devrait appuyer son mandat? Bien sûr, puisqu'il veut résoudre des problèmes. Dans nos pays, généralement, quand on veut résoudre des problèmes, ce qui manque le plus, c'est la ressource financière. Ici, ils ont la possibilité, avec le pétrole, de pouvoir avoir cette ressource financière. Mais comme on le sait partout, ce n'est pas parce qu'il y a du pétrole qu'on gère bien ces ressources pétrolières. Si ces ressources pétrolières sont bien gérées, la demande sociale, le chômage, certaines difficultés, ils sont en mesure de les résoudre sans avoir besoin de faire appel à qui que ce soit. Mais qu'est-ce qui sera fait? C'est souvent ça le problème. Parce que des pays qui ont du pétrole, on en connaît. Des pays qui ont des potentiels miniers, on en connaît. Certains pays même sont considérés à la limite comme des catastrophes sur le plan géologique à cause de tout ce que ces pays-là recèlent en termes de matières premières. Mais le résultat, c'est des habitants pauvres qui sont en train de vivre sur ces terres-là.
Alors, quand on parle aussi de pétrole et tout cela, on sait que ça aiguise l'appétit de beaucoup d'États. On a vu au niveau de la passation de pouvoir, les États-Unis ont dépêché le conseiller énergie et investissement de Donald Trump. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas eux seuls seulement, parce que les Mauritaniens se sont plaints du fait que les capitales occidentales, de façon générale, se sont précipités pour féliciter le nouveau président. Alors que d'habitude, quand on conteste des élections, ils ont tendance à attendre au moins un peu avant de pouvoir dire si on félicite ou pas, le temps de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ça n'a pas été le cas. Les règles n'ont pas été respectées. On a publié les résultats de façon globale. On n'a pas publié les résultats bureau de vote par bureau de vote comme l'opposition l'avait demandé. Alors que généralement, ce sont ces mêmes pays, quand il y a des conflits quelque part d'un point de vue des élections, qui réclament ce genre de choses. Mais les populations mauritaniennes, les médias mauritaniens ont noté que tous ces gens se sont précipités pour féliciter le nouveau président. Et bien sûr, derrière cela, il y a cette manne pétrolière, cette manne gazière qui est là. Chacun veut certainement être celui qui va le plus profiter de ce marché potentiel en termes d'exploitation pour pouvoir exploiter ces richesses énergétiques de la Mauritanie et bien sûr tirer également son épingle du jeu et généralement même plus que le peuple mauritanien lui-même. Alors, est-ce qu'on sait que la Mauritanie vit véritablement un autre phénomène social, c'est le fléau de l'esclavage, de l'esclavagisme. Est-ce que dans son discours, le nouveau président a esquissé des pistes de solutions? Il n'a rien dit, parce qu'en Mauritanie, il y a une expression, j'allais dire, pudique pour parler de ça. Ils appellent ça le passif humanitaire. Quand vous entendez les officiels mauritaniens parler de passif humanitaire, c'est ce problème de l'esclavage qui, il est vrai, est interdit aujourd'hui de façon officielle sur le territoire mauritanien, mais tout le monde sait qu'il y a encore des zones de résistance où il y a de l'esclavage. L'autre élément que ça pose, c'est le fait que ceux qui sont des descendants d'esclaves, si on peut les appeler ainsi, on continue à avoir par rapport à eux une attitude qui montre que même si la loi interdit l'esclavage, on continue à considérer des gens comme des descendants d'esclaves, ce qui est carrément une aberration. Donc, ils le reconnaissent. Et pendant la campagne, celui qu'on considérait comme le candidat anti-esclavagiste a beaucoup insisté sur cette question en disant que, bon, abolir l'esclavage sur les lois, c'est une chose, mais laisser ces gens continuer à vivre comme des esclaves, aussi bien d'un point de vue social, parce qu'il y a une discrimination à leur endroit, il y a une discrimination au niveau de l'emploi, etc. Ce n'est pas une façon de résoudre le problème. Donc là, il faut le dire, il a un gros dossier sur ce plan-là, parce que les négro-africains sont nombreux au niveau de la Mauritanie, et depuis tout temps, ils se sont plaints de cette discrimination. Même quand ces gens ne sont pas considérés comme des esclaves, ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Dernière question, Mamadou Diouf. Quelles vont désormais être les relations entre le nouveau président et son désormais prédécesseur? Ben, c'est toute l'équation. On se demande est-ce que ça va être un Kabila qui n'est plus au devant de la scène aujourd'hui au niveau de la RDC, mais tout le monde se rend compte que c'est lui qui est en train de tirer les ficelles. Est-ce que ce sera ça? Ou bien est-ce que le dauphin va faire ce qu'on a vu en Angola? Parce qu'il y a un bon exemple là-bas, se décider, parce que c'est lui le président de la République, de prendre ses responsabilités et d'aller dans le sens du changement pour montrer qu'il n'est pas la marionnette de quelqu'un. Il faut toujours faire du wait and see, comme disent les Anglais, parce que c'est le futur qui va nous édifier. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous allons marquer maintenant la pause et après nous recevons, comme tous les vendredis, l'invité sport.